Arrêtez! Vous ne devriez pas regarder cette vidéo seul. Ce que des infirmières de Lyon, Marseille et Paris révèlent va vous hanter à vie. Des fantômes qui murmurent dans les couloirs d'hôpitaux, des patients décédés qui continuent d'apparaître dans les lits et un soignant qui aidait ces malades à partir avec des rituels occultes. Ces témoignages authentiques de terreur médicale vont bouleverser votre vision des hôpitaux français. Attention! Si vous avez vécu du paranormal, médical, fuyez vers les commentaires et écrivez votre ville immédiatement. Abonnez-vous si vous osez découvrir la vérité qui se cache dans nos établissements de soins. Je suis Camille, mais les gens à l'hôpital m'appellent Camille. J'ai 32 ans et je travaille comme infirmière depuis plus de 10 ans dans ce grand établissement hospitalier du 5e arrondissement de Lyon. Mon travail dans cet hôpital représente ma vie entière, ma passion, ma raison d'être. J'ai toujours aimé aider les gens et être infirmière me donne cette opportunité précieuse chaque jour qui passe. Ma mère était également infirmière, alors je pense sincèrement que cette vocation est dans le sang, transmise de génération en génération comme un héritage familial. Le travail est lourd, particulièrement exigeant, surtout durant les longues gardes de nuit qui s'étendent interminablement dans les couloirs silencieux de l'établissement. Ma routine quotidienne commence rigoureusement à 19 h et se termine aux premières lueurs de l'aube, à 7 h du matin. Nous traitons des cas de toutes sortes, allant des urgences cardiaques aux accidents de la route, en passant par les complications post-opératoires les plus diverses. Mais les soins intensifs restent invariablement la partie la plus tendue, la plus stressante de notre travail. Là-bas, il n'y a absolument pas de place pour l'erreur, pas le moindre droit à l'approximation. Chaque geste compte, chaque décision peut faire la différence entre la vie et la mort. J'ai déjà vu énormément de choses dans ce service, des situations qui marquent une carrière, des moments qui restent gravés dans la mémoire pour toujours. J'ai perdu des patients qui étaient devenus de véritables amis au fil des semaines de soins. Et cela fait terriblement mal, créant une douleur sourde qui ne s'efface jamais complètement. Mais nous devons absolument continuer d'avancer, toujours en gardant un œil vigilant sur le prochain patient qui a désespérément besoin d'aide. Cette nuit-là, particulièrement froide pour un mois de novembre lyonnais, j'ai commencé ma garde comme toujours, en effectuant méticuleusement mes rondes aux soins intensifs. Je vérifiais chaque patient avec attention, ajustant les médicaments selon les prescriptions, contrôlant les perfusions et m'assurant que tout était parfaitement en ordre dans cette unité où chaque détail compte. J'étais en train de réviser consciencieusement les dossiers médicaux informatisés quand j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Un homme était allongé dans le lit numéro 13, celui qui se trouve près de la grande fenêtre donnant sur la cour intérieure de l'hôpital. Il était connecté à plusieurs appareils de surveillance vitale. Les écrans affichaient des courbes régulières, mais il semblait étrangement paisible, presque trop tranquille pour un patient en soins intensifs. Cette vision m'a immédiatement intrigué, car je ne me souvenais absolument pas avoir reçu de nouveaux patients cette nuit-là. D'habitude, nous sommes toujours informés des admissions. C'est une procédure stricte que nous suivons religieusement. L'équipe de jour nous transmet systématiquement toutes les informations concernant les nouveaux arrivants, leur état, leur historique médical, les traitements en cours. Ma première réaction logique fut de vérifier immédiatement son dossier sur l'ordinateur central de l'hôpital. Je tapais le numéro du lit, cherchant dans toutes les bases de données disponibles. Mais il n'y avait strictement rien, ni nom, ni prénom, ni date de naissance, ni historique médical, ni même de numéro de sécurité sociale. Absolument rien du tout dans le système. J'ai immédiatement pensé que c'était une erreur technique du système informatique, car ces bugs arrivent parfois, surtout durant les mises à jour nocturnes. J'ai donc appelé le docteur Dubois, qui était de garde avec moi cette nuit-là. Claire Dubois était une médecin expérimentée, travaillant dans cet hôpital depuis plus de 15 ans, quelqu'un sur qui on pouvait vraiment compter dans les situations difficiles.
Elle aussi était complètement confuse face à cette situation inexplicable. Nous avons vérifié ensemble tous les registres d'entrée disponibles, consulté les admissions de la journée, appelé la réception principale, puis le service des urgences. Mais personne, absolument personne ne savait quoi que ce soit au sujet de cet homme mystérieux qui occupait le lit 13. Malgré cette situation pour le moins troublante, nous ne pouvions évidemment pas cesser de nous occuper de lui. Notre devoir médical passait avant tout, quelles que soient les circonstances. Nous avons donc procédé à un examen complet du patient, vérifié minutieusement tous ses signes vitaux, contrôler sa tension artérielle, son rythme cardiaque, sa saturation en oxygène et ajuster les appareils de surveillance selon les protocoles standards. Il était parfaitement stable. Tous ces paramètres étaient dans les normes, mais l'absence totale de tout dossier médical demeurait profondément troublante, créant une atmosphère d'inquiétude grandissante. Nous avons finalement décidé de maintenir une surveillance rigoureuse et constante et de tenter de résoudre cette énigme le matin quand l'administration serait disponible et que nous pourrions avoir accès à plus de ressources. Les jours suivants, cette sensation persistante que quelque chose n'allait fondamentalement pas n'a fait qu'empirer de manière exponentielle. Chaque fois que je faisais ma ronde nocturne habituelle, l'homme du lit 13 était invariablement là, toujours exactement de la même manière, dans la même position, avec la même expression paisible sur le visage. Le docteur Dubois et moi continuions à le surveiller avec attention. Mais le manque total et inexplicable d'informations sur qui il était, d'où il venait, comment il était arrivé dans notre service, me rendait de plus en plus inquiète, créant une tension constante qui ne me quittait plus, même durant mes heures de repos. J'ai donc commencé à poser des questions systématiques à tous mes collègues au sujet de ce patient énigmatique. Pierre-Antoine Lemaire, l'infirmier principal du service de jour, un homme méticuleux qui travaillait dans cet hôpital depuis plus de 20 ans, m'a formellement affirmé qu'il n'avait jamais, au grand jamais, vu la moindre personne dans le lit 13. Sophie Martineau, une autre infirmière expérimentée qui travaille régulièrement avec moi durant les gardes de nuit, semblait également ne rien remarquer de particulier ou de différent. Elle passait devant le lit 13 plusieurs fois par nuit sans jamais mentionner la présence de cet homme. C'était comme si elle ne le voyait tout simplement pas. Le docteur Dubois était tout aussi perplexe que moi, mais étrangement, et c'est ce qui me troublait le plus. C'était comme si la présence mystérieuse de cet homme ne l'affectait pas de la même façon troublante qu'elle m'affectait profondément. Elle semblait capable de continuer son travail normalement, sans cette anxiété grandissante qui me rongeait de l'intérieur. C'était exactement comme si j'étais la seule personne dans tout l'hôpital à vraiment ressentir le poids écrasant de cette situation inexplicable, la seule à percevoir l'étrangeté profonde de cette présence. Cette réalisation me rendait littéralement folle, créant un isolement psychologique de plus en plus difficile à supporter. J'ai donc pris la décision ferme que je devais absolument enquêter par moi-même, quitte à y passer mes nuits de repos. Durant l'une de mes nuits de congé, au lieu de rentrer chez moi dans mon petit appartement de la Croix-Rousse, je suis retourné à l'hôpital et je me suis dirigé vers l'administration centrale. J'ai demandé poliment mais fermement à voir tous les registres de tous les patients qui étaient passés par les soins intensifs au cours des dernières semaines. Le responsable des archives médicales, M. Bertin, un homme âgé qui travaillait dans cette administration depuis une éternité, m'a regardé avec une certaine méfiance compréhensible. Après tout, il était inhabituel qu'une infirmière vienne consulter les archives administratives durant ses heures de repos. Mais devant ma détermination évidente et ma bonne réputation dans l'établissement, il a finalement accepté de me laisser jeter un coup d'œil approfondi au dossier. J'ai passé littéralement des heures dans cette salle d'archives poussiéreuse, repassant minutieusement en revue tous les papiers, tous les registres, toutes les admissions, tous les transferts. Mes yeux brûlaient de fatigue, mais je continuais obstinément mes recherches. Malheureusement,
je n'ai absolument rien trouvé concernant l'homme mystérieux du lit 13. À la fin de cette nuit d'investigation infructueuse, complètement épuisé et profondément frustré par cette absence totale de résultats, je suis allé prendre un café bien nécessaire dans la petite salle de repos du personnel. C'est précisément à ce moment-là que Madame Delacroix, une infirmière retraitée très respectée qui visitait régulièrement l'hôpital pour maintenir le contact avec ses anciennes collègues, s'est approchée de moi avec bienveillance. Elle m'a gentiment demandé ce que je faisais dans l'hôpital si tard dans la nuit, alors que je n'étais pas de garde. Sa voix était douce, mais teintée d'inquiétude maternelle. Quand je lui ai raconté en détail l'histoire du patient mystérieux décrivant sa présence inexplicable et l'absence totale de dossier médical, elle est littéralement devenue pâle comme un linge. Madame Delacroix, de sa voix légèrement tremblante, m'a alors raconté qu'il y avait de très nombreuses années, bien avant mon arrivée dans cet hôpital, il y avait effectivement eu un patient dans ce fameux lit 13 qui était mort dans des circonstances particulièrement mystérieuses et troublantes. Son nom était Philippe Moreau et il avait été victime d'un terrible accident de voiture sur l'autoroute A6 près de Lyon. C'était un homme jeune, dans la trentaine, père de 2 enfants, qui revenait d'un voyage d'affaires quand son véhicule avait percuté violemment un camion par une nuit de brouillard dense. Malgré tous les efforts acharnés et désespérés de l'équipe médicale de l'époque, malgré des heures d'intervention chirurgicale, malgré l'utilisation de tous les moyens techniques disponibles, Philippe n'avait malheureusement pas réussi à survivre à ses blessures internes massives. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Et c'était là que cela devenait vraiment troublant. Madame Delacroix m'expliqua qu'après la mort officielle de Philippe, des phénomènes étranges et inexplicables avaient continué à se produire de manière récurrente dans et autour du lit 13. Des infirmières rapportaient avoir vu une silhouette masculine allongée dans ce lit durant les gardes de nuit, alors qu'il était officiellement vide. D'autres membres du personnel médical avaient entendu des murmures provenant de cette zone, des appels à l'aide faibles mais distincts. Certains employés de nettoyage refusaient même de s'approcher de ce lit après le coucher du soleil. Selon la légende qui circulait discrètement dans l'hôpital depuis toutes ces années, certains membres du personnel étaient convaincus que l'esprit de Philippe continuait à errer dans les couloirs de l'établissement, attaché au lieu de sa mort, incapable de trouver le repos éternel pour des raisons que personne ne comprenait vraiment. Mon cœur s'est littéralement emballé en entendant ce récit glaçant. Philippe Moreau. C'était exactement le nom dont j'avais désespérément besoin. La clé de cette énigme qui me hantait depuis des semaines. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi avec l'esprit en ébullition complète, incapable de trouver le sommeil, ressassant sans cesse cette histoire troublante. Je savais désormais que je devais absolument confronter directement ce patient mystérieux lors de ma prochaine garde nocturne. Il me fallait des réponses, coûte que coûte. La nuit suivante, je me suis dirigé vers le lit 13 avec un mélange explosif de peur viscérale et de détermination farouche. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, mes mains tremblaient légèrement, mais je savais que je ne pouvais plus reculer face à la vérité. Quand je suis arrivé près du lit, il était là, comme toujours, m'attendant silencieusement avec ce même regard vide et troublant qui me glaçait le sang. Ses yeux semblaient regarder à travers moi, comme s'il voyait quelque chose que je ne pouvais pas percevoir. J'ai d'abord essayé de parler avec lui de manière douce et rassurante, utilisant les techniques de communication que nous apprenons dans notre formation. Mais il restait obstinément silencieux, totalement immobile, avec ce regard absent et pénétrant, sans répondre à aucune de mes questions, sans réagir à aucun de mes stimuli. Frustré mais non découragé, j'ai alors pris la décision de retourner une fois de plus aux archives de l'hôpital. Cette fois, je cherchais spécifiquement le dossier médical de Philippe Moreau avec sa date de décès que Madame Delacroix m'avait mentionnée. Après de longues recherches dans les archives anciennes, stockées dans les sous-sols de l'hôpital, j'ai finalement trouvé ce que je cherchais.
Le dossier était là, parfaitement, et conservé avec tous les détails médicaux précis de l'accident et du décès tragique de Philippe. Mais ce qui m'a le plus profondément perturbé, ce qui m'a littéralement coupé le souffle, c'était la photographie d'identité médicale attachée au dossier. C'était indiscutablement, sans l'ombre d'un doute, le même homme que je voyais toutes les nuits dans le lit 13. Les mêmes traits du visage, la même structure osseuse, les mêmes yeux profonds. Avec ce dossier historique tremblant, entre mes mains, je suis retourné aux soins intensifs, déterminé à obtenir enfin des réponses à toutes mes questions. Je me suis approché lentement du patient mystérieux et je lui ai montré la photographie ancienne, lui demandant directement ce qu'il voulait, pourquoi il était là, ce qu'il attendait de moi. À ma grande surprise, et pour la première fois depuis toutes ces semaines d'observation, il a finalement parlé. Sa voix était faible, distante, comme venue d'outre-tombe, portant en elle une tristesse infinie qui m'a profondément ému. Il a dit avec une lenteur douloureuse « Je veux simplement que quelqu'un sache enfin la vérité sur ce qui m'est réellement arrivé cette nuit-là. Je veux que justice soit rendue. » Mon cœur battait maintenant la chamade, résonnant dans mes oreilles comme un tambour affolé. La peur et la fascination se mélangeaient dans mon esprit. Je lui ai demandé, d'une voix que je m'efforçais de garder stable, ce qu'il voulait dire exactement par ces mots mystérieux. Philippe m'a alors raconté avec une précision troublante et des détails que seule une personne ayant vécu cette tragédie pouvait connaître, qu'il avait été victime d'une négligence médicale grave la nuit fatidique de son accident. Selon son témoignage posthume, les médecins de garde cette nuit-là étaient dangereusement surchargés, débordés par une série d'urgences simultanées. Dans leur épuisement et leur stress, ils n'avaient pas accordé à son cas l'attention médicale urgente et vitale qu'il méritait et dont il avait désespérément besoin. Des examens cruciaux avaient été reportés, des signes d'hémorragie interne avaient été négligés. Et finalement, il avait succombé à ses blessures à cause d'erreurs médicales qui auraient pu être évitées avec plus d'attention et de rigueur professionnelle. Avec cette révélation bouleversante, j'ai ressenti un mélange explosif de tristesse profonde et de colère justifiée. Comment une telle négligence avait-elle pu se produire? Comment la mort de cet homme avait-elle pu être causée par des erreurs humaines évitables? J'ai immédiatement pris la décision ferme que je devais absolument faire quelque chose de concret pour réparer cette injustice historique. Le lendemain matin, dès l'ouverture des bureaux administratifs, je me suis dirigé directement vers le bureau du directeur de l'hôpital. J'ai rapporté en détail tout ce que Philippe m'avait révélé, malgré le caractère surnaturel et difficile à croire de cette histoire. Bien que ces événements datent de nombreuses années, la direction a pris mes accusations au sérieux et a immédiatement ouvert une enquête interne approfondie. Après avoir fait cette dénonciation courageuse au sujet de Philippe et de sa mort injuste, quelque chose de fondamental a changé dans l'atmosphère de l'hôpital. La nuit suivante, quand je suis retourné effectuer ma garde habituelle aux soins intensifs, Philippe n'était plus là. Le lit 13 était vide, parfaitement propre et préparé pour un nouveau patient. C'était exactement comme si Philippe avait finalement trouvé la paix éternelle qu'il cherchait depuis toutes ces années. Cette figure mystérieuse qui me hantait toutes les nuits, qui était devenue partie intégrante de ma routine nocturne, avait simplement disparu. L'enquête approfondie sur la mort tragique de Philippe a été prise avec le plus grand sérieux par l'administration de l'hôpital. Une commission d'enquête spécialisée a été constituée, incluant des experts médicaux externes et des représentants de l'ordre des médecins. Ils ont minutieusement fouillé dans tous les anciens archives, ont interrogé longuement les employés qui étaient encore en poste depuis l'époque de la mort de Philippe et ont même fait appel à des spécialistes en enquête médicale pour réviser complètement le cas. Leurs conclusions ont été accablantes. Ils ont effectivement découvert qu'il y avait eu une négligence médicale grave et avérée.
Philippe était bel et bien mort à cause d'erreurs humaines qui auraient pu être évitées si l'équipe médicale de garde avait été plus attentive, mieux organisée et si les protocoles d'urgence avaient été correctement suivis. Cette révélation a causé un impact considérable et durable dans tout l'hôpital. Il y a eu une restructuration complète et approfondie de tous les protocoles de soins aux urgences et aux soins intensifs. L'équipe médicale, dans son ensemble, a suivi une formation rigoureuse et intensive sur la gestion des urgences multiples. L'administration a également mis en place un système informatisé de révision systématique de tous les cas critiques avec des alertes automatiques et des procédures de double vérification pour s'assurer qu'une tragédie similaire ne puisse jamais plus se reproduire dans cet établissement. Je n'ai plus jamais revu Philippe après cette nuit mémorable. Mais d'une certaine manière, et profonde et apaisante, je sens qu'il a enfin trouvé le repos qu'il méritait. Savoir que son histoire a été racontée, que sa mort n'a pas été vaine, que des changements concrets ont été mis en place grâce à son témoignage, me apporte un réconfort certain et durable. Il a réussi, à travers moi, à obtenir une forme de justice posthume. Et moi aussi, j'ai trouvé une paix intérieure en sachant que j'avais contribué à corriger une grave erreur du passé et à améliorer significativement la qualité des soins aux patients dans notre établissement. Je m'appelle Julien Mercier et je suis infirmier diplômé d'État depuis maintenant 15 ans. Après avoir passé une décennie entière à travailler dans un grand hôpital universitaire du centre de Lyon, j'ai pris la décision importante de relever un nouveau défi professionnel et de chercher de nouvelles opportunités dans une autre région de France. C'est ainsi que j'ai fini par obtenir un poste d'infirmier aux urgences dans le centre hospitalier universitaire de Marseille, une ville méditerranéenne que je ne connaissais que de réputation. Je dois sincèrement avouer qu'au début de cette aventure, j'étais particulièrement enthousiasmé par l'idée de recommencer ma carrière dans un environnement complètement nouveau. C'était une chance inespérée d'explorer des horizons professionnels différents, de découvrir de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles technologies médicales, et par la même occasion de m'immerger dans une nouvelle communauté urbaine avec sa culture méditerranéenne si différente de celle de Lyon. Le climat de Marseille, avec son soleil généreux et sa proximité avec la mer, représentait également un changement de vie appréciable après les hivers parfois rudes de la région lyonnaise. L'hôpital lui-même était un établissement moderne, récemment rénové, avec des équipements de pointe qui promettaient des conditions de travail optimales. Mais dès les tout premiers jours dans ce nouvel établissement hospitalier, quelque chose d'indéfinissable mais de persistant me dérangeait profondément. Je n'arrive pas bien à expliquer précisément ce que c'était, cette sensation étrange qui m'habitait constamment. Peut-être était-ce simplement la sensation naturelle d'être dans un environnement totalement inconnu, avec de nouveaux collègues, de nouvelles procédures, de nouveaux systèmes informatiques à maîtriser. Ou peut-être était-ce quelque chose de beaucoup plus profond et mystérieux, une intuition qui me soufflait que cet endroit cachait des secrets. L'architecture même de l'hôpital contribuait à cette atmosphère particulière. Les couloirs semblaient plus longs qu'ailleurs, les néons créaient des jeux d'ombres inhabituels, et certaines zones de l'établissement dégageaient une ambiance froide et impersonnelle qui contrastait avec la chaleur méditerranéenne extérieure. Malgré cette sensation troublante qui ne me quittait jamais complètement, j'ai maintenu ma concentration professionnelle sur le travail, car c'était ma priorité absolue. Après tout, comme infirmier expérimenté, ma responsabilité première a toujours été de prendre soin des patients avec le maximum de compétences et de garantir qu'ils reçoivent le meilleur traitement médical possible. Je savais parfaitement que je devais m'adapter rapidement au nouvel environnement, apprendre les spécificités locales, comprendre le fonctionnement de cette équipe médicale et faire de mon mieux pour m'intégrer harmonieusement dans cette nouvelle structure hospitalière. Les premiers jours ont été particulièrement intenses, avec une charge de travail considérable et un rythme effréné qui ne laissait guère de temps pour l'introspection.
Les urgences de Marseille recevaient un flux constant de patients, allant des touristes victimes d'accidents de la route aux habitants locaux souffrant de diverses pathologies. Pendant que j'essayais tant bien que mal de m'ajuster au rythme particulièrement frénétique de ce nouvel hôpital marseillais, un cas médical en particulier a immédiatement attiré mon attention professionnelle et éveillé ma curiosité. Un patient était arrivé aux urgences dans un état critique particulièrement grave, victime d'un violent accident de voiture qui s'était produit sur l'autoroute A7, près de la sortie vers Aix-en-Provence. Les circonstances de l'accident étaient dramatiques. Une collision frontale avec un poids lourd par une nuit de Mistral particulièrement violent. L'équipe médicale des urgences a immédiatement lutté avec acharnement pour stabiliser ses fonctions vitales. Mais son état était véritablement critique, avec des traumatismes multiples, des hémorragies internes et des signes neurologiques inquiétants. En très peu de temps, il a dû être transféré d'urgence vers l'unité de soins intensifs où il est rapidement entré dans un coma profond. Le patient, dont le nom inscrit sur le bracelet d'identification était Antoine Dubois, était un homme d'une trentaine d'années, apparemment célibataire, qui travaillait comme ingénieur informatique dans une entreprise technologique de la région aixoise. Sa situation familiale était particulièrement précaire, car il avait très peu de famille dans la région marseillaise. La seule personne qui apparaissait régulièrement et fidèlement pour lui rendre visite était son oncle, un homme distingué d'âge moyen qui se présentait sous le nom de Maurice Dubois. Cet homme avait une présence rassurante et avec des cheveux grisonnants, soigneusement peignés et des vêtements toujours impeccables. Maurice venait religieusement tous les soirs, généralement vers 20h, toujours ponctuel, toujours avec la même expression mélangée de préoccupation profonde et de gratitude sincère pour les soins que moi et toute l'équipe médicale consacrions sans relâche à son neveu bien-aimé. Nos conversations étaient initialement simples et directes, empreintes d'une courtoisie naturelle. Maurice aimait parler longuement de la personnalité attachante d'Antoine, de ses passions pour l'informatique et la musique jazz, de ses projets professionnels ambitieux, comme s'il partageait des histoires précieuses sur un ami particulièrement cher à son cœur. Il me racontait qu'Antoine était un jeune homme brillant, diplômé de l'école centrale de Lyon, passionné par les nouvelles technologies et les innovations numériques. Il évoquait ses week-ends passés à programmer des applications, ses voyages réguliers dans la Silicon Valley, sa gentillesse naturelle envers sa famille. Maurice semblait authentiquement et profondément préoccupé par le bien-être de son neveu, et il me remerciait toujours chaleureusement, avec une émotion visible dans la voix, d'être présent et dévoué pour s'occuper d'Antoine durant cette période si difficile et incertaine. Au début de cette situation, rien ne semblait particulièrement anormal ou suspect. Après tout, il était parfaitement naturel et compréhensible qu'un parent proche soit constamment présent pour soutenir moralement et affectivement un être cher dans une situation médicale si délicate et potentiellement dramatique. La présence quotidienne de Maurice aux côtés d'Antoine semblait même réconfortante dans l'atmosphère parfois froide et impersonnelle de l'unité de soins intensifs. Cela humanisait la situation, donnait une dimension familiale touchante à ce drame médical. Cependant, au fur et à mesure que les nuits se succédaient inexorablement et qu'Antoine demeurait obstinément dans son état comateux, sans aucun signe d'amélioration notable, j'ai commencé à remarquer quelque chose de progressivement étrange et troublant dans les visites quotidiennes de Maurice. Quelque chose d'indéfinissable n'allait pas dans cette situation, mais je n'arrivais absolument pas à identifier précisément ce qui clochait. C'était une intuition sourde, une sensation désagréable qui grandissait lentement, mais sûrement, dans mon esprit d'infirmier expérimenté.
Au fur et à mesure que les jours se transformaient lentement en semaines interminables et qu'Antoine persistait dans son état végétatif sans montrer le moindre signe encourageant de réveil, les visites de Maurice devenaient paradoxalement de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues et surtout de plus en plus intenses émotionnellement. Il arrivait désormais à l'hôpital toujours exactement à la même heure, avec une ponctualité presque obsessionnelle, portant invariablement la même expression d'anxiété croissante qui ne passait jamais inaperçue auprès du personnel médical vigilant. Ses conversations avec moi prenaient une tournure de plus en plus personnelle, de plus en plus intime. Il me posait des questions détaillées sur les soins que je prodiguais à Antoine, sur mes méthodes de surveillance, sur mon expérience professionnelle, comme s'il voulait s'assurer de ma compétence et de mon dévouement. Une nuit particulièrement sombre et pluvieuse, typique de l'automne marseillais, alors que je vérifiais méticuleusement les signes vitaux d'Antoine et que j'ajustais sa perfusion de médicaments, Maurice s'est approché de moi avec un regard inhabituellement inquiet, presque suppliant. « Julien, m'a-t-il dit d'une voix tremblante d'émotion, tu dois me promettre solennellement que tu vas continuer à prendre soin de lui avec la même attention. Tu dois me jurer que tu ne l'abandonneras jamais. » Sa voix sonnait beaucoup plus urgente et désespérée que d'habitude, chargée d'une angoisse palpable. Je l'ai immédiatement rassuré avec sincérité, sans comprendre complètement la gravité inhabituelle de ses paroles chargées d'émotion. « Bien sûr, Maurice, soyez absolument certain que nous faisons constamment de notre mieux pour garantir qu'Antoine reçoive le meilleur traitement médical possible. Notre équipe est entièrement dévouée à sa guérison. » Maurice a alors fixé intensément ses yeux dans les miens pendant un long moment particulièrement troublant, comme s'il évaluait minutieusement s'il pouvait réellement me faire confiance, s'il pouvait compter sur moi dans cette épreuve. Son regard était d'une intensité presque hypnotique, pénétrant. « Je sais parfaitement que je peux te faire une confiance absolue, Julien, » a-t-il finalement murmuré d'une voix à peine audible. « Tu es véritablement le seul espoir que nous ayons maintenant. Tu es notre dernière chance. » Ces paroles étaient chargées d'une gravité que je ne comprenais pas totalement. Ces mots mystérieux m'ont laissé profondément perplexe et troublé, mais avant que je puisse formuler la moindre question ou demander des éclaircissements, Maurice s'est éloigné rapidement de moi, presque en courant, comme s'il fuyait désespérément quelque chose d'invisible qui le terrifiait ou l'obsédait. Cette nuit-là, pendant que je continuais ma garde en réfléchissant obsessionnellement à l'étrange échange de paroles avec Maurice, une sensation d'inquiétude grandissante et d'angoisse inexplicable s'est progressivement installée dans ma poitrine, créant une oppression désagréable qui ne me quittait plus. Que voulait-il dire exactement par espoir et dernière chance ? Pourquoi me sentais-je de plus en plus mal à l'aise et déstabilisé en présence de cet homme apparemment bienveillant? Ces questions tournaient sans cesse dans mon esprit fatigué. Une nuit mémorable, alors que j'effectuais ma surveillance habituelle dans l'unité de soins intensifs baignée dans la pénombre, j'ai été brutalement surpris par un murmure agité et inhabituel, provenant directement de la direction du lit d'Antoine. J'ai immédiatement couru vers lui, le cœur battant d'espoir et d'appréhension, et j'ai découvert avec stupéfaction que tous les moniteurs électroniques affichaient des signes d'activité neurologique complètement inattendus et encourageants. Antoine était en train de bouger légèrement ses membres, ses doigts se contractaient spasmodiquement, et surtout, ses yeux fermés depuis si longtemps bougeaient rapidement sous ses paupières closes, comme s'il était en train de rêver intensément ou de lutter pour émerger de son coma profond. J'ai immédiatement appelé d'urgence toute l'équipe médicale de garde et en quelques minutes, médecins, infirmières et techniciens étaient tous rassemblés autour du lit d'Antoine, observant avec fascination ses premiers signes de réveil après des semaines d'immobilité totale. L'atmosphère était électrique, chargée d'anticipation et d'espoir. Nous retenions tous notre souffle, comme si notre présence collective pouvait encourager Antoine à revenir définitivement à la conscience.
Et alors, comme par miracle, exactement comme s'il émergeait lentement d'un sommeil extraordinairement profond qui avait duré une éternité, Antoine a progressivement ouvert ses yeux fatigués. Ce fut un moment absolument extraordinaire de soulagement intense et de choc émotionnel pour toute l'équipe. Après tout, Antoine était resté dans un coma profond pendant exactement 6 semaines et 3 jours. Et sa récupération soudaine constituait un véritable miracle médical. Le genre de guérison spectaculaire dont rêvent tous les soignants, mais qu'ils voient rarement dans leur carrière. Mais pendant qu'Antoine commençait douloureusement à s'ajuster à la réalité environnante, à reconnaître les visages qui l'entouraient, à comprendre où il se trouvait, une chose particulièrement frappante et inexplicable se distinguait nettement. Les visites quotidiennes de Maurice cessèrent immédiatement et complètement. Pendant toute la période interminable où Antoine était plongé dans son coma, Maurice était venu religieusement avec une fidélité exemplaire, toutes les nuits sans aucune exception pour lui rendre visite, pour s'asseoir à son chevet, pour me parler de lui avec amour. Cependant, depuis le moment précis où Antoine avait rouvert les yeux et retrouvé la conscience, Maurice avait totalement et mystérieusement disparu de l'hôpital. Plus aucune trace de sa présence rassurante. Son absence soudaine laissait un vide étrange et profondément inquiétant, comme si une présence familière et réconfortante avait été brutalement et définitivement coupée. Alors que l'équipe médicale continuait attentivement à surveiller l'évolution d'Antoine et à évaluer ses fonctions neurologiques, je ne pouvais absolument pas m'empêcher de penser obsessionnellement à ce qui avait bien pu arriver à Maurice, à cette disparition aussi soudaine qu'inexplicable. Après plusieurs jours de récupération progressive et l'étrange disparition persistante de Maurice, j'ai ressenti le besoin impérieux de parler directement à Antoine de l'absence troublante de son oncle. Cette conversation me semblait nécessaire pour comprendre cette situation mystérieuse. Pendant que je faisais ma ronde, matinale habituelle, je me suis approché avec précaution du lit d'Antoine, où il était confortablement assis, regardant pensivement par la grande fenêtre qui donnait sur le port de Marseille et observant le balai incessant des bateaux. « Antoine », ai-je commencé avec une certaine hésitation dans la voix, « est-ce que tu te souviens de ton oncle Maurice ?» Cette question me semblait la plus naturelle pour aborder le sujet délicat. Antoine s'est lentement tourné vers moi et j'ai immédiatement remarqué qu'une expression de mélancolie profonde et douloureuse traversait son visage, encore marqué par l'épreuve du coma. Ses yeux se sont légèrement embués. « Bien sûr que je me souviens de lui, Julien », a-t-il répondu d'une voix encore faible mais claire. « Maurice était mon oncle préféré, mon mentor, mon confident. Il a toujours été présent dans ma vie, dans tous les moments importants. Il était comme un second père pour moi. » J'ai senti un frisson glacial parcourir ma colonne vertébrale pendant qu'Antoine évoquait avec émotion son oncle Maurice. Quelque chose dans sa façon de parler, dans l'utilisation du passé, me mettait mal à l'aise. « Tu savais qu'il venait te rendre visite religieusement toutes les nuits pendant que tu étais dans le coma ?» ai-je demandé avec prudence, observant attentivement sa réaction. Les yeux d'Antoine se sont brusquement écarquillés de surprise totale et son visage a exprimé un choc profond. « Quoi ? Ce n'est absolument pas possible, Julien, a-t-il balbutié avec incrédulité. Maurice, il est mort tragiquement il y a exactement 5 ans dans un terrible accident de voiture sur cette même autoroute A7 où j'ai eu mon accident. » La révélation stupéfiante d'Antoine m'a littéralement laissé sans voix, paralysé par l'incompréhension. Comment était-il possible que Maurice soit apparu à l'hôpital toutes les nuits pendant des semaines, conversant normalement avec moi au sujet du bien-être d'Antoine, s'il était déjà décédé depuis si longtemps? Cette réalisation bouleversante remettait en question tout ce que j'avais vécu, toutes ces conversations nocturnes, tous ces échanges que j'avais crus parfaitement normaux. Avais-je été en contact avec un esprit? Avais-je parlé avec un fantôme? Alors qu'Antoine et moi nous confrontions ensemble à cette révélation surnaturelle sur Maurice et sa présence posthume à l'hôpital,
Une sensation paradoxale de calme et d'acceptation mystique a commencé à s'installer progressivement dans nos cœurs troublés. Malgré le mystère complet et l'étrangeté troublante des circonstances, Antoine semblait étonnamment tranquille et serein, comme si cette rencontre surnaturelle avec son oncle décédé depuis l'au-delà le réconfortait profondément d'une manière inexplicable, mais apaisante. « Julien ?» m'a-t-il dit avec un sourire tendre et paisible sur ses lèvres encore pâles. « Je pense sincèrement que mon oncle Maurice est venu spécialement de l'au-delà pour s'assurer personnellement que j'allais bien, que j'étais entre de bonnes mains. Il a toujours été extraordinairement protecteur avec moi, même maintenant, après son départ vers l'autre monde. » Ces paroles touchantes ont profondément résonné dans mon esprit bouleversé, et progressivement, une sensation de paix intérieure a remplacé la peur et l'incertitude terrifiante que nous ressentions tous les deux auparavant. Peut-être Maurice était-il effectivement en train de veiller spirituellement sur Antoine d'une façon mystérieuse, même après sa mort tragique. Au fur et à mesure que les jours s'écoulaient paisiblement et qu'Antoine continuait à récupérer de façon remarquable, retrouvant progressivement toutes ses facultés physiques et mentales, le souvenir des visites nocturnes de Maurice à l'hôpital s'est transformé en une mémoire réconfortante et apaisante. Antoine a reçu son autorisation de sortie de l'hôpital exactement 3 semaines après son réveil miraculeux. Les examens neurologiques étaient parfaits, ses fonctions motrices complètement rétablies. C'était véritablement un miracle médical que personne n'avait osé espérer. Je reste intimement convaincu que les visites spirituelles de l'oncle Maurice ont mystérieusement contribué à la guérison miraculeuse d'Antoine, créant un environnement de protection et d'amour qui a favorisé sa récupération complète. Après cet épisode surnaturel extraordinaire, j'ai continué ma nouvelle vie professionnelle à Marseille de façon normale, mais cette expérience m'a profondément marqué. Cette histoire troublante, je ne l'ai partagée qu'avec mes amis les plus proches et les plus compréhensifs, mais je n'en ai jamais parlé à aucun de mes collègues de l'hôpital par crainte d'être pris pour fou. Salut tout le monde, je suis Amélie Laurent, infirmière diplômée dans un hôpital parisien très réputé, dont je préfère taire le nom pour des raisons de confidentialité professionnelle. Je travaille dans cet établissement prestigieux depuis maintenant 12 années, et pendant toute cette longue période, j'ai vu énormément de choses, vécu des situations extraordinaires, côtoyé la vie et la mort au quotidien. La routine hospitalière est particulièrement lourde et exigeante, surtout dans un hôpital parisien où le rythme est effréné et la pression constante, mais j'adore sincèrement ce que je fais. Cette profession représente bien plus qu'un travail pour moi. C'est une véritable vocation, un engagement de vie envers la souffrance humaine. L'hôpital où j'exerce est un établissement imposant, un complexe médical moderne de plusieurs bâtiments qui s'étend sur plusieurs hectares dans le 15e arrondissement. Il est constamment rempli de patients, de familles inquiètes, d'étudiants en médecine, de spécialistes renommés. L'activité ne s'arrête jamais, jour et nuit. Nous, l'équipe soignante, travaillons sans relâche pour offrir les meilleurs soins possibles aux patients dans des conditions parfois difficiles, avec des moyens pas toujours suffisants, mais avec une motivation sans faille qui nous pousse à nous dépasser constamment. Ma spécialité professionnelle, c'est de m'occuper des patients hospitalisés dans l'unité de soins intensifs. Ce service-ci est en particulier où se concentrent les cas les plus graves, les plus critiques. C'est un domaine médical extrêmement difficile, vous savez, tant sur le plan technique qu'émotionnel. Nous traitons quotidiennement avec des personnes en état critique, souvent entre la vie et la mort, des familles en détresse, des situations d'urgence absolue où chaque seconde compte. Ces patients luttent désespérément pour leur survie, accrochés à des machines sophistiquées qui maintiennent leur fonction vitale.
Je me suis progressivement habitué à cet environnement médical, particulièrement tendu, avec cette symphonie constante des machines qui bipent, des alarmes qui retentissent, des urgences qui surgissent soudainement de nulle part, transformant en quelques secondes une atmosphère calme en chaos organisé. Mais il y a toujours ces moments magiques de soulagement et de joie intenses, quand nous réussissons à stabiliser un patient in extremis, quand nous le voyons s'améliorer progressivement, quand nous pouvons annoncer de bonnes nouvelles à une famille angoissée. Ces instants compensent largement les difficultés du métier. Seulement, il y a environ 8 mois maintenant, les choses ont commencé à prendre une tournure particulièrement étrange et troublante dans notre service. C'était quelque chose que j'ai d'abord remarqué de façon très subtile, presque imperceptible, mais qui a progressivement grandi jusqu'à devenir une préoccupation majeure. Les patients en phase terminale, ces malades dont nous savons médicalement qu'ils sont dans leurs tout derniers jours de vie, ceux pour qui nous ne pouvons plus rien faire d'autre que soulager leur souffrance, ont commencé à mourir d'une manière inhabituellement rapide et extraordinairement tranquille. Au début de ce phénomène mystérieux, personne dans l'équipe médicale n'a trouvé cette évolution particulièrement étrange ou suspecte. Nous étions même secrètement soulagés, vous savez, parce qu'aucun soignant n'aime voir un être humain souffrir inutilement, agoniser pendant des jours dans la douleur et l'angoisse. Ces morts paisibles semblaient même être une bénédiction, une forme de miséricorde naturelle qui épargnait aux patients et à leurs familles des souffrances prolongées et inutiles. Nous pensions que c'était peut-être le résultat de nos soins palliatifs améliorés. Mais progressivement, ces cas ont commencé à se multiplier de façon statistiquement anormale. Une mort sereine ici, une autre là, puis encore une autre, et soudainement, il semblait que tous les patients en phase terminale de notre service partaient de cette manière presque trop paisible, trop parfaite pour être naturelle. Je me souviens avec une précision troublante d'une nuit spécifique du mois de février dernier. J'étais plongé dans ma routine habituelle aux soins intensifs, vérifiant méticuleusement les moniteurs cardiaques, contrôlant les perfusions, ajustant les dosages de médicaments, quand j'ai découvert que Madame Rousseau était décédée. Henriette Rousseau était une patiente de 68 ans, atteinte d'un cancer du pancréas en phase terminale. Cette ancienne institutrice parisienne était une femme courageuse qui luttait contre la maladie depuis 2 ans avec une détermination admirable. Quand je l'ai trouvée ce matin-là, elle était allongée paisiblement dans son lit, les traits détendus, presque souriante, comme si elle s'était simplement endormie dans un rêve agréable. Cette vision n'aurait absolument rien eu d'anormal en soi, si ce n'était le fait troublant que cette même semaine, 3 autres patients en phase terminale étaient partis exactement de la même manière mystérieuse. Monsieur Bertrand, atteint d'une cirrhose en stade terminal, Madame Lefebvre, victime d'une insuffisance cardiaque sévère, et le jeune Thomas, leucémique de 22 ans. Tous étaient décédés avec cette même expression de paix absolue, cette même sérénité qui défiait l'explication médicale rationnelle. J'ai commencé à me poser des questions légitimes sur cette série de coïncidences. Était-ce vraiment une simple coïncidence statistique, ou y avait-il quelque chose de plus profond et de plus inquiétant derrière ces morts anormalement sereines? J'en ai discrètement parlé à Nathalie Moreau, une collègue infirmière avec qui je partage régulièrement les gardes de nuit. Nathalie est une professionnelle expérimentée, travaillant dans cet hôpital depuis 15 ans, quelqu'un de particulièrement observateur et analytique. Elle m'a immédiatement confirmé qu'elle aussi avait remarqué ce phénomène troublant. Nous avons toutes les deux développé cette intuition désagréable, cette puce à l'oreille, comme on dit, mais au milieu de l'agitation constante et épuisante de l'hôpital, nous n'avions pas eu suffisamment de temps pour approfondir cette réflexion inquiétante. Mais cette sensation bizarre et persistante ne me laissait absolument pas en paix, même durant mes heures de repos. Elle m'obsédait littéralement. Il semblait qu'il y avait un schéma caché, quelque chose d'anormal qui se déroulait discrètement sous nos yeux vigilants.
mais que personne n'arrivait à identifier clairement. J'ai pris la décision ferme que je devais absolument découvrir ce qui se passait réellement. Après tout, prendre soin des patients, ce n'est pas seulement administrer des médicaments selon les prescriptions et changer régulièrement les pansements. Notre responsabilité professionnelle nous oblige à comprendre ce qui arrive à nos malades, surtout quand quelque chose semble sortir de l'ordinaire médical. J'ai décidé catégoriquement que je ne pouvais plus ignorer ces signaux d'alarme qui s'accumulaient. J'ai donc commencé une enquête personnelle approfondie, parlant discrètement avec d'autres collègues de travail, analysant minutieusement les dossiers médicaux de tous les patients qui étaient décédés de cette manière mystérieuse au cours des derniers mois. C'est au cours de cette investigation patiente et méthodique que j'ai découvert un schéma statistique absolument troublant et révélateur. Tous les patients, sans aucune exception, qui étaient partis de manière aussi rapide et tranquille, avaient été soignés par un infirmier en particulier durant leurs derniers jours, Fabien Durand. Fabien était un jeune homme de 28 ans, récemment diplômé de l'école d'infirmiers de Paris, qui avait rejoint notre équipe il y a seulement 8 mois. Coïncidence troublante, c'était exactement la période où ces morts mystérieuses avaient commencé à se produire de façon anormalement fréquente. Il était toujours extrêmement discret dans son travail, ne parlant jamais de sa vie privée, évitant les conversations personnelles avec ses collègues. Mais professionnellement, il était remarquablement efficace, méticuleux, toujours à l'heure, jamais de reproches de la part de la hiérarchie. Au début de mes soupçons, j'ai sincèrement pensé que cette corrélation était simplement une coïncidence malheureuse. Après tout, Fabien travaillait souvent avec les patients en fin de vie. C'était sa spécialisation déclarée dans le service. Il était logique qu'il soit présent lors de nombreux décès. Mais plus j'approfondissais mon enquête discrète, plus j'analysais les horaires, les rotations, les présences. Plus j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose de fondamentalement anormal dans cette situation. Les statistiques ne mentaient pas. J'ai partagé mes découvertes inquiétantes avec Nathalie et elle aussi a immédiatement trouvé ces corrélations extrêmement suspectes et troublantes. Nous avons pris la décision commune d'observer Fabien beaucoup plus attentivement, mais sans éveiller le moindre soupçon de sa part. Nous avons commencé à remarquer des détails qui nous avaient échappé auparavant. Fabien était systématiquement dans les parages au moment précis où les patients décédaient. Sa présence semblait apporter une atmosphère de calme surnaturel et inexplicable à l'environnement médical, comme s'il émanait de lui une aura apaisante particulière. Mais ce qui était le plus troublant, c'était la façon dont les patients réagissaient à sa présence. Ils semblaient immédiatement se détendre quand il s'approchait d'eux. Leurs expressions d'angoisse se transformaient en sérénité, comme s'ils possédaient un don naturel, pour apaiser les souffrances. Armé de ces observations accumulées, j'ai finalement pris la décision courageuse de confronter directement Fabien au sujet de mes soupçons grandissants. C'était une démarche risquée, car j'accusais implicitement un collègue de comportement suspect, sans preuve formelle. Quand je lui ai fait part de mes interrogations, il a nié véhémentement et avec une indignation apparente toute implication dans les décès des patients. Il semblait genuinement choqué et blessé par mes accusations, protestant de son innocence avec une conviction qui m'a troublé. Je dois avouer sincèrement que pendant un moment d'incertitude, j'ai commencé à douter sérieusement de moi-même. Peut-être étais-je en train de voir des conspirations là où il n'y en avait pas. Peut-être mon imagination professionnelle me jouait-elle des tours. Mais quelque chose de profond en moi, une intuition d'infirmière expérimentée, insistait obstinément sur le fait qu'il en savait, et beaucoup plus qu'il ne voulait bien l'admettre. J'étais absolument déterminé à découvrir la vérité, coûte que coûte. Mes soupçons concernant Fabien et ses activités suspectes ne faisaient qu'augmenter exponentiellement chaque jour qui passait. Je n'arrivais plus à me débarrasser de cette idée obsédante qu'il était d'une manière ou d'une autre directement lié aux morts mystérieuses et anormalement paisibles des patients en phase terminale. J'ai pris la décision stratégique que je
devait absolument rassembler des preuves plus concrètes et irréfutables, avant de faire quelque accusation officielle, que ce soit auprès de la direction de l'hôpital. Les accusations sans preuve pouvaient détruire une carrière et ruiner une réputation. J'ai donc commencé une surveillance discrète mais systématique de Fabien durant nos gardes communes. Je notais ses horaires, ses déplacements, ses interactions avec les patients, cherchant le moindre indice qui pourrait révéler la nature exacte de ses activités suspectes. Une nuit particulièrement mémorable, alors que je faisais ma ronde habituelle dans l'aile des patients en état critique, j'ai aperçu Fabien qui entrait furtivement dans la chambre de Monsieur Moreau, un homme âgé de 75 ans qui luttait courageusement contre une maladie terminale dégénérative. Instinctivement, je me suis dissimulé derrière le chariot de médicaments, observant attentivement par l'entrebâillement de la porte ce qui allait se passer dans cette chambre. Mon cœur battait fort d'anticipation et d'angoisse. Ce que j'ai vu dans cette chambre m'a littéralement glacé le sang et marqué à vie. Fabien s'est lentement approché du lit de Monsieur Moreau, qui était à demi conscient, et a commencé à murmurer quelque chose d'incompréhensible à son oreille. Il parlait dans une langue que je ne reconnaissais pas, peut-être du latin ancien ou une forme de dialecte régional. Ces mots étaient rythmés, répétitifs, presque hypnotiques dans leur cadence mystérieuse. Ses mains bougeaient au-dessus du patient dans des gestes ritualisés que je ne comprenais pas. L'effet sur Monsieur Moreau était immédiat et saisissant. Le vieil homme, qui gémissait de douleur quelques instants auparavant, s'est immédiatement détendu complètement, comme s'il était entré dans un état de transe profonde ou d'hypnose mystique. Son visage, marqué par la souffrance chronique, s'est progressivement apaisé. Ses traits se sont détendus et une expression de paix absolue s'est installée sur ses traits. C'était exactement la même expression que j'avais observée sur tous les autres patients décédés récemment. Je suis resté complètement paralysé d'horreur et de fascination, absolument incapable de bouger ou d'intervenir, comme hypnotisé moi-même par cette scène surréaliste. Mon esprit rationnel refusait de croire ce que mes yeux voyaient pourtant clairement. Après environ 10 minutes de ce rituel, mystérieux, Fabien s'est redressé calmement et est sorti de la chambre avec une démarche parfaitement normale, comme si rien d'extraordinaire ne venait de se passer, comme s'il venait simplement de vérifier les constantes du patient. Dès qu'il a disparu dans le couloir, j'ai immédiatement couru vers Monsieur Moreau, espérant pouvoir encore faire quelque chose. Mais il était déjà trop tard. Le vieil homme était décédé, avec cette expression caractéristique de sérénité absolue gravée sur son visage. Cette observation directe ne faisait que confirmer définitivement tous mes soupçons accumulés. Fabien provoquait d'une manière mystérieuse et délibérée la mort de ses patients. Mais par quels moyens exactement? Quelle était la nature de ce rituel troublant? J'ai immédiatement pris la décision qu'il était grand temps d'agir concrètement. Je ne pouvais plus garder ces informations pour moi-même. Je suis allé directement au bureau de l'administration de l'hôpital et j'ai demandé un entretien d'urgence avec le docteur Martin, le directeur médical de l'établissement. J'ai rapporté en détail tout ce que j'avais observé, malgré le caractère incroyable et presque surnaturel de mes accusations. Le docteur Martin a été visiblement choqué par mes révélations, mais il savait que nous avions absolument besoin de preuves plus concrètes pour pouvoir accuser officiellement Fabien. Nous avons immédiatement contacté la sécurité interne de l'hôpital et pris la décision de mettre en place une surveillance vidéo discrète pour documenter les activités nocturnes de Fabien dans le service des soins intensifs. Le matin suivant, pendant que nous examinions méthodiquement tous les registres informatisés d'entrée et de sortie de l'aile des patients en phase terminale, nous avons fait une découverte absolument accablante. Fabien avait été systématiquement présent, documenté par badge électronique, dans tous les cas sans exception de mort rapide et paisible survenue au cours des 8 derniers mois.
La corrélation était statistiquement parfaite, mathématiquement impossible à expliquer par le hasard. C'était exactement la preuve irréfutable que nous cherchions depuis si longtemps. Mais nous sentions tous qu'il y avait encore quelque chose de beaucoup plus sombre et complexe derrière ces événements troublants. Armés de ces preuves statistiques indiscutables, nous avons organisé une confrontation officielle avec Fabien en présence du directeur, du chef du service de sécurité et d'un représentant des ressources humaines. Il a d'abord nié véhémentement toute implication dans les décès des patients, tentant de faire passer ces corrélations pour de simples coïncidences professionnelles. Mais face aux preuves informatiques irréfutables, face aux témoignages convergents, il a finalement craqué psychologiquement. Sa confession a été absolument bouleversante et révélatrice. Selon ses propres mots, il ne supportait, et plus de voir quotidiennement, la souffrance intense des patients en phase terminale. Il se sentait investi d'une mission humanitaire, croyant sincèrement qu'il leur rendait service en les aidant à partir de manière douce et paisible. Mais ce qu'il nous a révélé ensuite dépassait tout ce que nous aurions pu imaginer dans nos pires cauchemars. Fabien a admis qu'il pratiquait délibérément un rituel mystique et macabre pour faciliter ce qu'il appelait le passage des âmes vers l'au-delà. Il nous a expliqué qu'il croyait fermement qu'en réalisant ce rituel ancien, il aidait spirituellement les patients à trouver la paix définitive au moment crucial de leur mort, à échapper aux souffrances terrestres pour accéder à un plan d'existence supérieur. Il nous a confessé qu'il avait appris ces méthodes occultes d'un ancien mentor mystérieux, un soi-disant guérisseur traditionnel qu'il avait rencontré lors d'un voyage initiatique dans les montagnes des Pyrénées, dans un village isolé où survivaient d'anciennes traditions ésotériques. Fabien a également avoué avec une troublante sincérité que malgré sa conviction profonde d'aider ses patients en détresse, il n'avait en réalité aucun contrôle véritable sur les conséquences exactes de ce rituel mystérieux et que certaines morts s'étaient révélées beaucoup plus traumatisantes et douloureuses qu'il ne l'avait initialement espéré ou prévu. Cette révélation finale était absolument au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer dans mes suppositions les plus folles. Fabien jouait inconsciemment avec des forces occultes et dangereuses qu'il ne comprenait manifestement pas, mettant délibérément en danger la vie précieuse de patients vulnérables et ne respectant pas du tout l'éthique médicale fondamentale et les valeurs sacrées de notre profession soignante. Il transformait son rôle d'infirmier, censé protéger et soigner, en celui d'un apprenti sorcier irresponsable qui décidait arbitrairement du moment de la mort de ses patients, s'arrogeant un pouvoir de vie et de mort qui n'appartenait qu'à Dieu et à la nature. Avec les aveux complets et détaillés de Fabien, la police judiciaire a été immédiatement contactée par la direction de l'hôpital et il a été arrêté dans l'heure qui a suivi pour homicides involontaires multiples. L'affaire a fait grand bruit dans les médias parisiens. L'établissement hospitalier a immédiatement subi une enquête administrative et judiciaire particulièrement rigoureuse menée par l'Inspection générale des affaires sociales et les services de police spécialisés dans les crimes médicaux. Tous les protocoles de sécurité ont été entièrement revus et considérablement renforcés pour garantir qu'une situation aussi dramatique et inacceptable ne puisse jamais plus se reproduire dans notre établissement ou dans d'autres hôpitaux français. Un système de surveillance électronique permanent a été installé dans tous les services sensibles. Des contrôles psychologiques réguliers ont été institués pour tout le personnel soignant et des formations spécialisées sur l'éthique médicale ont été rendues obligatoires pour tous. Mais même avec la conclusion définitive de cette histoire absolument macabre et traumatisante, même avec l'arrestation et l'incarcération de Fabien, je n'arrivais pas à chasser complètement de mon esprit troublé les images obsédantes de tous ces patients partis de manière si mystérieusement et tranquille. Ces visions continuaient à me hanter durant mes nuits d'insomnie, créant une angoisse persistante qui ne me quittait plus. Comment avais-je pu travailler côte à côte avec un homme capable de tels actes pendant 8 mois sans rien remarquer plus tôt ?
Cette expérience traumatisante restera probablement pour toujours une cicatrice indélébile dans ma mémoire professionnelle et personnelle. Un rappel sombre et permanent de la façon dont le mal absolu peut parfois se dissimuler et prospérer même dans les endroits les plus inattendus, même parmi ceux qui sont censés incarner la compassion et le dévouement au service d'autrui. Elle m'a également appris l'importance cruciale de la vigilance constante, de l'observation minutieuse et du courage nécessaire pour dénoncer les comportements suspects, même quand cela implique d'accuser des collègues respectés et appréciés. Cette affaire a profondément marqué toute l'équipe médicale de l'hôpital. Nous avons tous dû suivre un accompagnement psychologique pour surmonter le traumatisme de cette découverte. Certains collègues ont même demandé leur mutation vers d'autres services, incapables de continuer à travailler dans un environnement qui leur rappelait constamment cette tragédie. Pour ma part, j'ai choisi de rester dans ce service, considérant que mon expérience et ma vigilance pouvaient contribuer à prévenir de futurs drames. Mais je dois avouer que chaque nouveau collègue qui rejoint notre équipe fait l'objet d'une attention particulière de ma part. L'enquête judiciaire a révélé que Fabien avait été impliqué dans au moins 23 décès suspects au cours de ses 8 mois de présence dans notre hôpital. Certaines familles ont porté plainte et des procédures civiles sont encore en cours pour obtenir réparation du préjudice subi. Le procès de Fabien s'est tenu 6 mois plus tard, au tribunal de grande instance de Paris. Sa défense a tenté de plaider la folie temporaire et l'altération du discernement, mais les expertises psychiatriques ont conclu qu'il était parfaitement conscient de ses actes et de leur gravité. Il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire. La justice ayant retenu que malgré ses motivations prétendument compassionnelles, il avait délibérément provoqué la mort de patients qui auraient pu vivre encore plusieurs jours ou semaines. Aujourd'hui, 3 ans après ces événements traumatisants, notre service des soins intensifs a retrouvé un fonctionnement normal. Mais cette expérience nous a tous profondément transformés. Nous sommes devenus plus vigilants, plus attentifs au comportement de nos collègues, plus conscients de notre responsabilité collective dans la protection de nos patients. Les familles des victimes ont créé une association pour sensibiliser le public aux risques de maltraitance dans les établissements de soins et pour promouvoir une meilleure formation du personnel médical aux questions d'éthique et de déontologie professionnelle. Cette histoire m'a enseigné que derrière la façade de la compassion et du dévouement médical peuvent parfois se cacher les intentions les plus sombres. Elle m'a rappelé que notre vigilance ne doit jamais se relâcher, que nous devons constamment questionner nos pratiques et celles de nos collègues. Mais elle m'a aussi renforcé dans ma conviction que la grande majorité des soignants sont des personnes exceptionnelles, dévouées corps et âme au bien-être de leurs patients. Cette expérience tragique ne doit pas ternir l'image de notre belle profession, mais plutôt nous inciter à être encore plus rigoureux dans notre sélection et notre formation. Chaque soir, quand je termine ma garde et que je rentre chez moi dans mon petit appartement de Belleville, je repense à tous ces patients que j'ai pu aider, à toutes ces vies que notre équipe a sauvées, et je me dis que malgré les zones d'ombre qui peuvent parfois assombrir notre métier, nous continuons à accomplir l'une des missions les plus nobles qui soient, soigner et réconforter nos semblables dans leurs moments les plus difficiles. Cette expérience m'a également rapproché de mes collègues restantes. Nathalie et moi sommes devenus de véritables amis, unis parce que nous avons vécu ensemble. Nous nous soutenons mutuellement et nous avons développé des signaux discrets pour nous alerter si quelque chose nous semble suspect. L'administration de l'hôpital a mis en place un numéro d'urgence interne que nous pouvons appeler 24 heures sur 24 si nous avons des inquiétudes concernant un collègue ou une situation particulière. Cette mesure nous rassure et nous donne les moyens d'agir rapidement si nécessaire. Je continue à exercer ma profession avec la même passion qu'avant, mais avec une maturité et une sagesse nouvelles. Cette épreuve m'a appris à faire confiance à mon instinct professionnel et à ne jamais ignorer les signaux d'alarme, aussi faibles soient-ils,
Aujourd'hui, quand je forme de jeunes infirmières qui arrivent dans notre service, je leur raconte souvent cette histoire, non pas pour les effrayer, mais pour les sensibiliser à l'importance de l'observation, de la vigilance et du courage moral dans l'exercice de notre profession. Car au final, c'est notre responsabilité collective de protéger nos patients, non seulement contre la maladie, mais aussi contre tous ceux qui pourraient abuser de leur vulnérabilité. Cette mission sacrée exige de nous une vigilance de chaque instant et un courage sans faille pour dénoncer le mal, où qu'il se cache. Cette histoire me suit encore aujourd'hui, mais elle ne me hante plus. Elle est devenue une part de moi, de mon expérience professionnelle, de ma sagesse acquise au prix fort. Elle m'a rendue plus forte, plus attentive, plus humaine aussi dans ma relation avec les patients et leurs familles. Et chaque fois qu'un patient part paisiblement de manière naturelle, entouré de ses proches et soulagé de ses souffrances, je ressens une profonde gratitude de savoir que cette fois, c'est vraiment la nature qui a suivi son cours et non la main criminelle d'un individu égaré. Cette expérience restera gravée dans ma mémoire comme un rappel constant que notre métier, aussi noble soit-il, exige de nous une vigilance permanente et un engagement moral indéfectible envers ceux qui nous font confiance dans leurs moments les plus vulnérables.